Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans le Club Pantio, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler de Romain Perraud, l'une des dernières recrues de l'OGC Nice, le latéral gauche qui a signé il y a quelques jours du côté de l'OGC Nice. Aujourd'hui, on se retrouve bien, avec Quentin du podcast Brest On Air, média qui traite de l'actualité et des matchs du stade brestois. Salut Quentin, comment ça va? Ben, ça va très bien et toi? Écoute, très très bien. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un joueur qu'on a bien connu du côté de l'OGC Nice, puisque le joueur est originaire du sud-est de la France, Coulommiers plus précisément. Ce joueur qui est arrivé il y a 2 jours tout juste, en prêt avec option d'achat, une option d'achat entre 5 et 10 millions. Et donc, je le disais, originaire du sud-est de la France, récupéré très tôt en post-formation par l'OGC Nice. 4 apparitions au total, une gestion qui a posé des questions, des doutes aussi, puisque le joueur, comme vous le mentionnez dans l'interview que vous avez eue avec le joueur il y a environ 2 ans, c'est un joueur qui était appelé en espoir, mais qui en parallèle était toujours en réserve du côté de l'OGC Nice. Et puis il y a eu ce prêt du côté du PFC en 2018-2019 qui s'est très bien passé, puisque le joueur ensuite a signé du côté du Stade Brestois. Alors il y avait eu un montant de transfert, c'était un transfert libre, Quentin, j'avoue de ne pas. Alors on était autour de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Alors j'imagine que Nice avait aussi mis une petite, un petit pourcentage peut-être, c'est ce qui se faisait, c'est ce qui se fait toujours d'ailleurs, plutôt communément dans les transferts de jeunes joueurs assez prometteurs comme ça. Donc j'imagine que puisqu'il est parti pour, environ 12 millions d'euros en Angleterre, j'imagine que vous avez dû toucher un petit quelque chose, un petit pécule sur la revente de Perraud à Southampton. Mais, ouais, autour de 2 millions d'euros, c'était ce qui, semblait plutôt, pas très bien vendu pour Nice, plutôt bien pour Brest après une saison très intéressante au PFC. Il y avait une certaine hype autour de Romain Perraud, plusieurs concurrents qui se battaient pour avoir le joueur. Je pense notamment à Bordeaux qui était sur le coup, et il avait choisi Brest parce que je pense que promu, hein, cette année-là, et arrivée d'Olivier Dalloglio qui je pense était plutôt un bon entraîneur pour Romain Perraud, quelqu'un qui donne sa chance aux jeunes, quelqu'un qui fait aussi, qui met en valeur, on va dire, les, les joueurs de son poste, hein, les latéraux, que ce soit droite ou gauche. Donc, je pense que tous ces éléments-là, Grégory Lorenzi, qui est aussi un bon négociant, un bon communicant avec les joueurs, ont fait que Romain Perraud a choisi le Stade Brestois, et je pense que bien lui en a pris, à la fois pour lui, pour le club, et aussi pour nous supporters, comme je vais t'en parler un peu dans les minutes à venir. Très bien. Donc tu l'as dit, arrivé pour 2 millions d'euros à l'été 2019. On va reprendre les choses d'une manière chronologique. On se les dit en off. C'est donc le joueur qui est venu remplacer poste pour poste Quentin Bernard, parti du côté de la GIA. Et alors, au moment de la signature, comment a été la réaction, si tu t'en souviens, de la communauté brestoise suite à l'arrivée de Perrault? Bah, elle était très positive, hein, parce que, bah, justement, comme je te disais, il sortait d'une très très belle saison. C'était peut-être le joueur à avoir en Ligue 2, ou en tout cas au poste de latéral gauche. J'ai parlé de l'indemnité. Aujourd'hui, si je pense un latéral gauche explose en Ligue 2, on est davantage autour des 4-5 millions d'euros plutôt que des deux. Donc 2 millions d'euros, un joueur qui sciait plutôt le style de jeu de l'entraîneur, donc qui est arrivé à l'époque. Euh, c'est assez surprenant, hein, de voir finalement que Nice n'allait pas lui donner une chance après une telle saison. Et effectivement, on a toujours eu en plus des soucis autour du poste de latéral gauche. Alors Quentin Bernard était un peu venu solidarifier, on va dire, ce poste-là, mais on n'a jamais eu de latéral gauche vraiment cadre, qui alignait les bonnes saisons, Hmm. comme on avait pu avoir de l'autre côté avec Gaëtan Bello, qui pour le coup est un joueur de club, un très bon joueur de Ligue 2, qui enchaînait les saisons à 30-35 matchs, avec des performances jamais excellentes, extraordinaires, mais qui étaient toujours cohérentes et toujours bonnes, suffisantes, on va dire, pour jouer le haut de tableau en Ligue 2. Le latéral gauche, c'était toujours un souci, et là, d'avoir un joueur comme Romain Perraud, qui potentiellement aussi allait être un actif revendable à une somme, comme ça l'a été par la suite, assez importante, surtout pour le Stade brestois. Nice, c'est un peu différent, hein, 12 millions d'euros,
c'est de l'argent de poche pour vous, Alors, surtout, c'est plus trop le cas cet été, mais oui, pendant, pendant un certain temps, effectivement, on pour a nous, mis. c'est peut-être un tiers de notre budget, donc Ouais, tu vois? il y a pas si longtemps que ça, on mettait 12 millions d'euros sur Stan Nsoki, tu vois, par exemple. Donc, Ah! voilà. Bon, après en fait, tout le monde fait des erreurs. Nous aussi, ça nous arrive de tirer à côté, mais effectivement, ouais, une très, très bonne a priori sur l'arrivée de Romain Perraud, quelqu'un, voilà, qui arrivait pour progresser, à la fois, enfin, qui allait aider à faire progresser le club, mais qui allait lui aussi progresser, et je pense que c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Une revente x6 en l'espace de 2 ans, mine de rien. Quand on parle de valorisation des actifs, c'est vrai que pour le coup, le Stade Brestois a fait une vraie opération. Euh, on a parlé un peu de son prêt au PFC. Alors j'ai mal préparé cette émission puisqu'il me semble, mais je ne peux pas vérifier là maintenant, qu'il avait été dans l'équipe type de Ligue 2. Est-ce que ça te parle ou pas? Ça Euh, ne me parle pas, mais ce serait pas étonnant non plus. ok, bon. Parce que je me souviens que quand même on en parlait assez, enfin il était en équipe de France espoir, hein, donc on en parlait de façon assez améliorative, et enfin c'était l'un des joueurs à avoir, on va dire, en Ligue 2, et comme je t'ai dit tout à l'heure, il y avait, je pense, pas mal de clubs intéressés. Alors moi je me souviens uniquement de Bordeaux, Hmm, mais je pense que des clubs belges, des clubs allemands, devaient être sur le dossier, parce que c'est, je pense, quelqu'un qui scie pas mal de styles de jeu. En plus, on va y revenir dans ouais, ses qualités et éventuellement quelques défauts également. ok. Mais, c'est c'est un latéral moderne, donc évidemment, on s'intéresse assez facilement à lui, et je pense que c'est quelqu'un qui peut rentrer dans pas mal de styles et de dispositifs de jeu. Justement, avant de parler un peu de son profil, de ses qualités, de ses défauts, euh, si tu devais donner un mot ou un sentiment lorsque tu penses à ce passage de Romain Perraud au Stade Brestois, ce serait voilà, quoi qui te viendrait en tête premièrement? Euh, Alors moi, je vais pas parler de toute façon, j'arrive pas à faire ça, de parler un peu, de dire un mot, Hmm. c'est pas trop mon truc. Hem, alors on va y revenir un peu plus tard, je crois, hein, mais enfin, c'est surtout ses qualités hors terrain, moi, qui me plaisent. Je pense qu'on est moins exigeant à Brest qu'à Nice au niveau des qualités footballistiques. Hein, on n'a pas non plus les mêmes ambitions, donc c'est un peu normal, mais hem, évidemment, c'est un très bon joueur de foot, mais je pense que, alors toi, tu as pu écouter l'interview qu'on avait fait, une petite heure avec Romain Perraud, mais c'est surtout ses qualités hors terrain qui brillent, et bah, c'est vraiment un chouette gars qui a vraiment la tête sur les épaules, et qui comprend la chance qu'il a d'être joueur de football, et on va dire que c'est un peu un supporter de foot qui vit son rêve, quoi, et ça, c'est quelque chose qui transpire assez naturellement chez lui, et bah, ça le rend très facile d'être aimé. Ok, bah, c'est une très bonne chose, je pense surtout dans le foot actuel où peut-être que ces qualités humaines tentent par moments à disparaître et pas uniquement chez les joueurs. Par rapport à son profil de latéral, déjà en termes de dispositif, dans l'interview que vous avez faite avec lui, c'était à une période où vous étiez pendant un certain temps sur un 4-4-2, il me semble, et puis il y a eu cette transition en 4-3-3. Euh, il a connu différents dispositifs au stade brestois. Donc, est-ce que tu estimes que c'est un joueur qui peut s'adapter à d'autres dispositifs? Et est-ce que tu le verrais plus à l'aise dans un rôle, par exemple, de piston ou dans un rôle classique de latéral dans une défense à 4? Je pense qu'il peut faire les 2. Alors évidemment, ça va dépendre aussi du style de jeu de son équipe. Est-ce que son équipe a le ballon? Est-ce qu'elle elle évolue plutôt en contre-attaque? Est-ce qu'elle a des ambitions de haut tableau comme Nice? Je pense que Brest jouerait pas, enfin, Romain Perraud serait moins mis en valeur, on va dire, dans le Brest actuel avec Éric Roy, que dans le Brest qu'il a connu avec Olivier Dalloglio, qui lui était plutôt sur un style de jeu joueur, on va dire, qui pour le coup mettait en valeur
Ouais, c'est latéraux. Je me souviens d'un but contre Lorient où c'est le latéral droit qui centre pour le latéral gauche, donc Romain Perraud, qui marque. Donc ça, c'est assez symptomatique de ce qu'on a pu voir, à son époque. Mais c'est vrai qu'actuellement, en tout cas dans le style, d'Éric Roy, alors qui n'est pas, défensif, hein, mais, qui on va Pragmatique. dire, ouais, voilà, c'est ça. C'est je pense le mot, le plus approprié. Ce serait différent et je pense qu'on le vendrait pas 12 millions d'euros. Hmm. Voilà. Mais, pour le coup, un latéral très, très moderne, qui, je pense pourrait évoluer qui a dû évoluer uniquement dans des défenses à 4 au Stade brestois, mais qui n'aurait absolument aucun problème à jouer dans un rôle de piston gauche, parce que ça, c'est pareil, ça scierait ses qualités, parfaitement, peut-être davantage qu'une défense à 4, parce que je pense qu'il est davantage, offensif que défensif. Ses qualités sont plus offensives que défensives, mais, enfin, il y a absolument aucun souci à le voir évoluer dans une défense à 4, ça c'est clair. Aussi sa formation, c'est un joueur qui a été formé plus haut en tant qu'ailier et milieu de terrain, ce qui explique aussi peut-être aujourd'hui son profil plus offensif. Est-ce que du fait que tu pointes plus ses qualités offensives, est-ce que défensivement, c'est un joueur qui des fois pose peut-être question. Est-ce que tu trouves que voilà, il peut faire le job à défendre dur sur l'homme? Est-ce qu'il peut être pris de vitesse? Et est-ce que aussi le fait qu'il soit, on va dire, un joueur de petite taille, mine de rien, je crois qu'il fait tout juste 1m75, ça l'a desservi aussi peut-être dans ses matchs avec le Stade Brestois. Alors, évidemment, je peux pas parler de ce qu'il a fait à Southampton. Oui. J'imagine qu'il a pu éventuellement progresser, même si le contexte devait pas être facile, hein. Ça fait 4 saisons finalement qu'il joue le maintien. Ça va lui faire drôle de jouer, on va dire, les places européennes on va dire première partie de tableau si on évalue de façon assez grossière les ambitions de l'OGC Nice. Hem, alors, enfin, ça a été très, très dur au début, en tout cas en Ligue 1. Il a fallu une bonne quinzaine de matchs d'adaptation, pour qu'il se mette vraiment au niveau. Alors je ne sais pas s'il y avait un peu de tension, un peu de crainte, mais, il a aussi fait une erreur, dès le premier match de la saison à domicile, donc c'était le premier match après la remontée. On menait 1-0 contre Toulouse, il fait une erreur, je crois que c'est un mauvais contrôle et le ballon arrive dans un pied toulousain et, sur la frappe, il y a l'égalisation. Donc je pense que ça l'a un peu, échaudé par rapport à ce qu'il pouvait s'attendre, hein, parce qu'il sortait d'une grosse saison, donc évidemment, avec des certaines attentes, côté brestois, hein. On s'attendait, quand même à pas un crack non plus, mais un joueur assez explosif, capable de faire des choses intéressantes, surtout offensivement. Et là, premier match, grosse erreur, voilà, ça a peut-être un peu calmé dans ses ardeurs. Hem, le premier tiers de la saison a été difficile. On sentait, qu'il y avait pas mal de passes vers l'arrière qui étaient assez, inhabituelles, hein, je pense chez lui. Ce qu'on nous avait présenté, était pas vraiment en lien avec ce qu'on voyait sur le terrain. Donc c'était compliqué. Heu, Par contre ensuite, une fois que la machine a été lancée, après il y a eu voilà le covid, mais c'est surtout sa deuxième saison qui a été excellente avec nous et, là-dessus, il a suivi un peu les performances collectives, hein, puisque, on a plutôt très bien commencé la saison et puis, à un moment donné, Olivier Dalloglio, les joueurs, ça marchait plus. Donc, ça s'est un peu parti en vrille et on a enchaîné plusieurs matchs sans défaite et il était un peu dans le moule de l'effectif avec, des performances un peu en dents de scie, heu et ça lui arrive d'avoir des sauts de concentration qu'il a peut-être gommés à Southampton. Par contre, au niveau de sa taille, je pense que c'est quelqu'un qui joue, je crois que c'est en NBA qu'ils aiment bien dire quelqu'un qui joue plus grand qu'il ne l'est. Donc on va dire qu'il compense sa petite taille avec une explosivité. Il est très, très, dur sur l'homme, hein. Je pense qu'il a fait très peu de cartons, hein, finalement, mais, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire des fautes, qui est là au contact et qui montre à son ailier qu'il sera là tout l'ensemble du match, à lui titiller les chevilles. Justement, tu parlais du style d'Aloglio qui apparemment lui a convenu parfaitement. C'est quoi concrètement le style d'Aloglio? Est-ce que c'était un jeu de possession? Est-ce que c'était un jeu de
de transition rapide. Parce que lorsqu'on se renseigne un peu sur Romain Perrault, bon, effectivement, tu as parlé du volume de jeu, le fait qu'il soit, on va dire, pas avare en effort. Mais concrètement, c'était quoi le style de Dalloglio? Alors, c'était un mix entre transition parce qu'évidemment on est Brest, Hmm. donc on peut pas avoir le ballon, constamment, hein, 60 du temps. Mais quand on l'avait, Romain Perrault jouait vraiment très, très haut, hein. Je pense que c'était, Aurélien Dalloglio, c'est quelqu'un qui fait bien jouer ses équipes, on va dire, même si ça s'est bien pas mal ça s'est mal terminé avec le Stade brestois, mais c'est quelqu'un qui fait bien jouer ses équipes, qui a une bonne réputation, et qui fait jouer ses latéraux très, très haut, hein, qui était au on avait un ailier, on va dire, qui rentrait plus l'axe, qui libérait le côté pour les latéraux. Il y avait un peu de Julien Faussurier de l'autre côté, donc qui est quelqu'un d'assez offensif aussi, qui peut éventuellement jouer ailier de temps à autre. Et Romain Perrault de l'autre côté, avec un Romain Perrault qui jouait très très offensif et ça lui permettait aussi de faire des stats, hein. C'était sa meilleure saison, c'est sa, je pense, professionnelle, hein. Il n'en a pas fait une meilleure à Southampton. 3 buts, 7 passes décisives. Les 3 buts, il les met dans la première partie de saison. Donc, ça s'est un peu calmé, comme je t'ai dit, avec les performances collectives du Stade brestois. Mais c'est aussi un excellent contre-attaquant et quelqu'un de très explosif, quelqu'un d'assez rapide, un excellent centreur. Il a un volume de centre, un volume de jeu, incapable de répéter les courses à haute intensité très facilement de la première à la 90e minute, hein. Ça pose pas de souci. Et ça a encore dû être exacerbé par son passage en Angleterre. Alors, je ne l'ai pas vu depuis, mais j'imagine qu'il a quand même gagné en kilos de muscle, on Hmm. va dire. Effectivement. Après, j'espère que ça n'a pas mis un peu de plomb dans l'aile pour son explosivité, hein. Il n'y a pas besoin d'être Adama Traoré pour être explosif, hein. Mais ouais, excellent contre-attaquant, excellent centreur, très bon pied gauche, très grosse frappe de balle, excellente technique de frappe aussi, capable de tirer les coups de pied arrêtés. Il en a mis un ou deux à Southampton, de coups francs directs. Euh, et un bon joueur, quoi. Un bon joueur moderne, capable de s'adapter, capable de faire de tout ce qu'on lui dit, et quelqu'un qui ne lâche rien. Vraiment, je pense que c'est la première chose qu'on demande à un joueur à Brest, hein, une ville assez ouvrière, on va dire, historiquement. Donc on est très attaché à ces valeurs de combat, d'agressivité, tout ça. Et c'est pas un hasard si Romain Perrault et le Stade brestois, ça a parfaitement matché avec les supporters aussi, hein. C'était quelqu'un qui rentrait parfaitement dans le moule de ce qu'on attend d'un joueur du Stade brestois. Et ça a été un crève-cœur de voir partir, mais bon, c'est Hmm. le football aussi. On savait très bien qu'un joueur comme ça ne pouvait pas rester des années et des années dans un club comme le nôtre. Très bien. Alors, le style Farioli, on en a parlé un peu en off. Il y a un gros changement cette année dans l'utilisation des latéraux, c'est de voir justement, bah, c'est un peu l'inverse de ce que tu disais par rapport à Perrault et l'ailier devant lui, c'est-à-dire que les ailiers mordent la ligne et le latéral est beaucoup plus intérieur. Euh, Est-ce que tu penses, enfin, est-ce que tu considères Perrault comme plutôt un latéral qui va mordre la ligne, prendre, on va dire, le décalage dans le dos de l'ailier pour déborder, ou est-ce que dans tes souvenirs, ça lui est arrivé d'être beaucoup plus recentré dans sa position et venir en soutien, par exemple, de ses milieux de terrain? Après, je présume qu'il y a aussi les consignes de l'entraîneur, mais dans le style, euh, quel souvenir tu en as? C'est pour moi plutôt un latéral qui va mordre la ligne. C'est un gaucher. Alors je sais pas si Melvin Bard est gaucher, je pense que oui. Oui. Donc j'imagine que. Après, je sais pas si votre ailier gauche est gaucher aussi. Non, justement, Diop et Boga sont droitiers, donc sur le début de saison, ils vont mordre la ligne et on a un bar qui est beaucoup plus intérieur. Ouais, alors je pense que Perrault est un peu plus explosif que Bard. Un meilleur centreur aussi, je pense. C'est pas compliqué, effectivement. Non, mais c'est
c'est toujours ça. Donc, si l'idée est de l'optimiser, on va dire, optimiser ses qualités, même si je peux comprendre que de mettre un droitier en ailier gauche à mort de la ligne, ça le fait plus jouer en 1 contre 1. Donc, c'est mieux que le mettre dans le demi-espace où il y a davantage de densité à l'intérieur du jeu. Pour moi, en tout cas, c'est plutôt un ailier de débordement, Romain Perraud, qui va dédoubler avec son ailier. Donc peut-être le mettre un peu en retrait initialement de l'attaque et ensuite une fois que l'ailier aura le ballon et rentrera dans l'axe, peut-être le faire dédoubler. En tout cas, c'est ce qui me semble le plus pertinent. Après, je ne suis qu'un podcasteur, donc Avec ton avis et ton, c'est et ton ouais, regard sur... c'est l'idée de quelqu'un qui l'a vu jouer pendant 1 an et 8 mois. Le Covid nous a privés d'une dizaine de matchs de Romain Perraud, Hmm. ce qui est regrettable, bien sûr. Même si on était content que la saison s'arrête, en tout cas pour nous qui jouions le maintien. En tout cas, c'est mon point de vue, même si sa frappe de balle aussi pourrait le permettre Hmm. d'être un peu plus proche du but, on va dire aussi. Quelqu'un qui a le sens du but, hein, bah, qui a marqué, qui marque 3-4 buts par saison. Hein, donc, c'est pas trop mal pour un latéral gauche et quelqu'un qui aime se projeter. Et on en parlera peut-être un peu dans ses qualités hors terrain, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui va dire non, j'ai pas envie de jouer comme ça, Hmm. qui va faire la gueule. Donc, il va s'adapter. Après, est-ce que ce sera au meilleur de ses qualités? Ça, je sais pas. Hors Covid, bon, il y a un peu une malédiction qui suit un peu les joueurs de l'OGC Nice ces dernières années. Ce sont les blessures, notamment au poste de latéraux avec bien sûr Youssef Attal et Jordan Lotomba de l'autre côté. Est-ce que c'est un joueur qui se blesse régulièrement ou pas? Pas à Brest, en tout cas. 2 saisons plutôt pleines. Alors là, je suis en train de juste de regarder à Southampton, mais en fait, il enchaînait pas les matchs. Donc, c'était compliqué, on va dire, pour lui de se blesser, même dans le rythme un peu effréné autour de la période de Noël, hein, Hmm. en Angleterre. Mais en tout cas, à Brest, il n'y a rien eu. Rien eu. Non, à ce niveau-là, je pense que c'est un joueur plutôt fiable. Ok. Et maintenant, à voir aussi si ces kilos de muscles gagnés en Angleterre n'ont pas tiré non plus sur tout ce qui est ligaments, enfin les tendons, les ligaments et machin truc. Bon, après, je suis qu'un simple podcasteur, je ne suis pas médecin non plus, Ni médecin, ni médecin, ni ni coach. entraîneur. C'est ça. Ah non. Exactement. Il me semble avoir vu que l'année dernière, enfin, je veux dire la saison 2022-2023, il s'était blessé à la cheville et qu'il avait été absent pendant un mois et demi. Donc c'est pour ça que Après, je. si c'est la cheville, voilà, c'est plus de la malchance, on va dire, plutôt que s'il enchaînait les blessures musculaires, Ouais, par exemple. tout à fait. Pour pas qu'il soit en sucre, hein, mais après, voilà, est-ce que sa cheville a bien guéri, tu vois? Hmm, tout à fait. Question un peu bête à la con. Par contre, comme je te l'ai dit un peu en off, sa meilleure saison, c'est celle post-Covid, où les joueurs pouvaient pas s'entraîner en groupe. Donc je pense qu'il a fait aussi le travail nécessaire de son côté en durant la période, c'était, je sais pas, avril, juillet jusqu'à la reprise, peut-être fin juin. Donc je pense qu'il a fait aussi le boulot de ce côté-là et son professionnalisme n'est pas. Enfin, je pense que c'est à quelqu'un qui fait le boulot, que ce soit dans la salle de muscu, que ce soit à l'entraînement, que ce soit Hmm. dans les matchs. Je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et en termes de concurrence, c'est évoqué aussi dans votre interview avec l'autre latéral gauche qui était dans l'effectif à ce moment-là, c'était Ball, c'est ça? Oui, Donc il en parle très librement avec une relation qui était très bonne avec l'autre latéral gauche. Et vous, en tant que supporter, comment est-ce que vous l'aviez ressenti Est-ce que est-ce qu'il y a déjà eu un doute sur une titularisation de Romain Perraud? Est-ce que vous vous êtes dit une fois ou plusieurs fois, mince, j'aurais pas mis Perraud sur ce match-là parce qu'il n'est pas dans une bonne période. Peut-être le début, tu disais tout à l'heure. ouais, alors le début, il me semble qu'il fait quelques matchs sur le banc. Hmm. Euh, alors il démarre évidemment titulaire, hein, mais tu vois, comme je te l'ai dit, il y a eu quelques performances en deçà de ce que lui-même pouvait attendre et ce que nous on pouvait attendre, ce que l'entraîneur pouvait attendre. Donc il me semble qu'il y a eu 2-3 matchs où il est resté sur le banc. Mhm.
En revanche, je pense que c'est l'un des binômes qui a le mieux fonctionné, on va dire, pendant que Romain Perraud était là. Et on avait donc un Ludovic Ball, quelqu'un de très expérimenté, qui sortait d'une pige avec Rennes. Donc quelqu'un qui a connu le très haut niveau pendant plusieurs années et qui a pu, je pense, aider Romain Perraud à, à progresser dans l'approche de la Ligue 1, dans la préparation, même quelques conseils ici et là, hein. C'est toujours intéressant d'avoir. Je pense qu'il aura. Alors, il a moins besoin de progresser normalement à son âge, mais même, tu vois, quelqu'un comme Dante qui sera normalement à côté de lui, si jouait titulaire, ça peut toujours être utile, hein, que Dante qui a connu le Bayern Munich, Gladbach, voilà, et compagnie. Enfin, c'est le très haut niveau, même après, l'équipe nationale du Brésil, on ne peut pas quantifier l'apport d'un Dante. Enfin, c'est pas à toi que je pense que je vais l'apprendre, mais on C'est ne peut pas évident. quantifier l'apport d'un Dante dans tout ce qui est hors football pour son latéral gauche. Alors, je sais pas si Melvin Bard, visiblement, il y a quelques distensions entre Melvin Bard et les supporters. Donc, je ne sais Non, pas si. en fait, te répondre très simplement, on n'a jamais su remplacer un latéral gauche ces dernières années en la personne de d'Albert, qui a fait une saison 2016-2017 absolument incroyable sous Favre, l'année où on termine troisième. Et Hmm. depuis, ce poste de latéral gauche, il est vacant. Et depuis maintenant 2 ans, c'est Melvin Barr qui est titulaire. Alors c'est un jeune joueur qui a des qualités, mais qui a aussi quelques défauts. Et on va dire qu'il est sur courant alternatif depuis 2 ans, mais là, sur ce début de saison, il est très très bon. Ouais, sur ce Voilà. que j'avais contre Lille, il avait fait un bon retour défensif sur un contre, je sais pas quoi. C'était enfin rien de dramatique, quoi. Tout à fait honnête, enfin performance tout à fait honnête d'un latéral gauche de Ligue 1, on va dire. Hmm. Rien de supersonique non plus, hein, mais Oui, mais on attend, tu vois, c'est on attend beaucoup. On attend des qualités offensives, des qualités défensives. Enfin, voilà. Et puis le marché des latéraux, que ce soit latéraux droit, latéraux gauche, c'est pas évident. Donc, bon. Ce qui fait que ça. on attend On est- énormément de Romain Perrault et son apport dans l'équipe. Si tu devais donner des points de progrès, je ne sais pas si tu les as cités ou pas, il ne me semble pas, mais concrètement, lors de son passage à Brest, alors peut-être que depuis son arrivée en Angleterre et les 2 saisons qu'il a pu faire, il a progressé dessus, mais lorsqu'il était chez vous, sur quel point réellement tu estimes qu'il avait à progresser? Alors moi, ce serait peut-être la gestion de l'énergie. Quelqu'un de voilà, très explosif qui courait beaucoup, peut-être un peu trop, hein, finalement. Est-ce que c'est un défaut? C'est libre à chacun de faire sa propre avis, mais effectivement, en fin de match, peut-être un manque de lucidité, voilà, qu'il aurait pu corriger avec un peu moins de courses assez intenses. Je pense que la majorité, en tout cas, de ces défauts, qui ne sont pas non plus légion, hein, mais sont au point de vue défensif. Hein, tu vois, plus de concentration. Je pense à Southampton, il n'a pas dû non plus, même si enfin, je connais un peu Ralph Hasenhüttl qui l'entraînait en première, sur sa première saison et une partie de sa deuxième saison. Quelqu'un qui est passé par l'école Red Bull, donc je pense qu'il aimait aussi avoir le ballon et dicter un peu le rythme de ses rencontres, mais je ne sais pas si il a progressé techniquement. Hmm. Euh, alors autant technique de frappe, comme je t'ai dit, c'est plutôt bien, autant peut-être technique individuelle et avec le ballon, c'est peut-être un peu hasardeux par moment, donc je ne sais pas où il en est à ce niveau-là. Et après, il a, voilà, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a sa taille, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas vraiment corriger. Mais enfin, les ailiers n'ont pas tendance non plus à être très grands, donc s'ils venaient à dégager un centre de la tête ou quelque chose comme ça, il ne devrait pas non plus avoir un vis-à-vis qui le dépasse d'un double mètre, quoi. Donc, Hmm. quelque chose d'assez. Mais ouais, gestion de la profondeur un peu qui a pu faire défaut de temps à autre. On n'avait pas une défense très hermétique, mais c'est pas non plus uniquement de sa faute, hein. Et peut-être devenir un peu plus vocal maintenant qu'il a acquis de l'expérience, acquis des années au haut niveau, peut-être devenir un peu plus vocal et s'affirmer un peu comme, je dis pas patron, hein, surtout qu'il va avoir Dante à côté de lui, donc ça sert pas vraiment à grand chose, mais Qui n'est peut-être pas, qui, avec son ailier.
peut-être avec son ailier, Ouais. surtout que Boga, je pense, a tendance à être plus offensif que défensif. Heu, donc peut-être lui parler un peu plus et lui dire s'il est dans la merde et qu'il y a un 2 contre 1, Jérémy, je peux pas être tout seul, quoi, donc il va falloir me filer un coup de main et mettre taper du poing sur la table un peu éventuellement si on avait besoin. Effectivement, c'est ce qu'il dit un peu dans l'interview aussi que vous avez réalisé avec lui. C'est que voilà, il n'a pas réellement de problème dans l'intégration d'un groupe parce que bon, il sous-entend que c'est pas non plus une forte personnalité et ça se ressent peut-être aussi bon positivement ou négativement par moment. Là, on est sur un joueur, alors je l'ai pas dit, mais qui a plus de 200 matchs en professionnel avec tous les clubs qu'il a pu faire, qui va avoir 26 ans, qui est aguerri au haut niveau. Et bon, on attend peut-être aussi par moment qui force un peu son naturel pour aussi franchir un cap. Tu voulais revenir sur un point qui te semble très important et on va clôturer là-dessus. C'est voilà, quand je te demandais le mot, le sentiment qui te restait de Romain Perrault. Et la première chose qui t'est venue en tête, c'est, on va dire, sa mentalité. Alors, qu'est-ce que tu peux nous redire là-dessus? Et j'étendrai la question aussi au lien avec les supporters. Est-ce que c'est quelqu'un qui va haranguer un peu voilà, les supporters sur des actions? Est-ce qu'il y a une connexion qui va se créer rapidement? Voilà, comment tu juges ces points-là? Oui, alors il y a peut-être un peu un côté un peu biaisé, hein, puisque évidemment, tu as parlé de l'interview qu'on a fait avec Hmm. lui, quelqu'un qui, de très sympathique et le fait qu'évidemment j'ai pu discuter avec lui, ça biaise aussi un peu le côté, mais De ce ça, que tu as enfin vu ça peut-être sur le terrain aussi, tu vois. oui, voilà, alors ça, je pense que si vous allez écouter, et j'invite bien sûr, chaque, supporter de l'OGC Nice à aller écouter cette interview que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube et en podcast. Mais je pense que c'est un avis que tu auras aussi en l'écoutant. C'est quelqu'un qui transpire, on va dire, la sympathie, quelqu'un qu'on 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 a naturellement en fait envie de supporter et c'est aussi, un une attitude qui l'amène sur le terrain, que je pense que c'est peut-être pas un leader par la voix, mais c'est un leader aussi par l'attitude et c'est quelqu'un qui ne l'a jamais et qui comme je t'ai dit, correspond parfaitement à ce qu'on recherche nous en tant que supporters brestois d'un joueur qui porte notre logo. Hmm. Et, et effectivement, quand tu parlais de lien avec les supporters, c'est quelqu'un qui jetait volontiers son maillot dans la tribune ou qui allait voir, parce qu'il y a pas mal de gosses qui ont des petits cartons, donne-moi ton maillot, machin truc. Voilà, c'est quelqu'un qui l'a jeté plusieurs fois vers les supporters. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est très passionné par son métier, qui adore le football, qui voulait aller en première ligue parce que c'est un peu aussi le Graal du footballeur professionnel. Après ça, Supporter, chaque, chaque, supporter de Chelsea. de Liverpool. Ah, il me semble que c'est Ah, je Chelsea. crois que c'est plutôt Liverpool. C'est plutôt Anfield qui le fait rêver. Il me semble que dans l'interview, il parlait de Chelsea, qu'il les suivait Ah ouais, moi c'est depuis. plutôt Liverpool. Ou alors c'est. Non, je pense que c'est plutôt Liverpool qui. Après, tu l'as Écoutez, écouté plus récemment que moi, je donc. l'ai, je l'ai, je l'ai écouté hier ou avant-hier. Ouais, ouais, je vais peut-être Mais revenir on va laisser sur. les gens qui ont regardé, qui sont en train de regarder cette Oui, allez, vidéo. allez découvrir par Allez, vous-même de qui est supporter, de quel club anglais est supporter Romain Perrault. le truc à guicheur, Euh, vraiment quoi. et je crois qu'il avait fait aussi une vidéo pour. Alors, j'ai plus la chaîne qui est assez connue, hein, mais je crois donc, il fait des reviews d'équipements, de tout ce qui est équipement sportif. Mhm. Où Romain Perrault expliquait qu'il avait des chaussettes particulières, qu'il avait un partenariat avec un fabricant de chaussettes, tout ça. Donc, je pense qu'il fait attention aux détails, qui est professionnel, et qu'il aime ce qu'il fait, et voilà, c'est quelqu'un qui est très, très, qu'on aime très, très facilement, en fait. Et là, enfin, ça va venir tout seul, hein, parce que, comme je l'ai dit, sur le terrain, il fait le boulot. Il y a pas grand-chose à lui reprocher au niveau de l'attitude. Et ensuite, son côté hors terrain, enfin, ça nous arrive de lui envoyer un petit message pour
pour lui demander comment il va et tout ça. Et il a toujours un mot sympathique en retour pour le Stade brestois, où tu as quelqu'un de très poli, quelqu'un de très posé, qui a la tête sur les épaules. Et je pense que c'est pour tout vestiaire, au-delà de ses qualités footballistiques, c'est quelqu'un qui va faire du bien et qui créera pas de remous dans le vestiaire, et qui, je pense que en plus, il est formé, par poste Mm. formé à Nice, donc je pense que ça va se faire tout naturellement, et que les supporters niçois vont l'adorer autant que les supporters bressois l'ont adoré. Et, il y a toujours, comme un peu vous, il y a jamais eu de latéral gauche confirmé, on va dire, à ce poste-là au Stade brestois. Il n'y en a pas eu depuis non plus. Patauge un peu dans la semoule à ce poste, et du coup, on se souvient toujours avec une larme qui coule sur la joue, de Romain Perraud. C'était les belles années, quoi. Les belles années, on avait un latéral gauche qui était performant, Jean-Kévin et qui, Duverne n'a su prendre la relève au poste de latéral gauche. pour certains, oui, pour moi, non. Voilà. Le central d'origine. Quentin, je pense qu'on Voilà, a, latéral gauche, droit. on, il me semble qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter sur Perrault ou pas Non, euh, personnellement, alors juste hmm. personnellement, de mon avis, je suis très content de le revoir en France, hein. C'est vrai que j'aurais plus l'occasion de le voir que de devoir regarder les matchs de Southampton. Donc c'est plutôt intéressant pour moi, et je pense l'ensemble des supporters brestois, de, de le retrouver en France, et d'avoir l'opportunité de voir son évolution. Parce que évidemment, quand quelqu'un passe dans ton club, tu as toujours envie de le voir évoluer, surtout quand c'est quelqu'un de bien comme lui. Donc hâte aussi de voir l'OGC Nice arriver à Brest pour qu'il ait une petite ovation qu'il mérite aussi, parce que c'est toujours des bons moments de retrouver un joueur qui a fait un beau passage par son club, et Hmm. de lui donner le au revoir qu'on n'a pas l'occasion de le faire lors du dernier match de la saison, parce qu'on n'est jamais sûr s'il va partir ou pas. Hmm. Le prêt avec option d'achat, je le disais en introduction, s'élève entre 5 et 10 millions d'euros. Alors je ne sais pas si le Stade brestois a un pourcentage de Oui, revente. je pense qu'on avait dû avoir 20%, donc Vous c'est allez pas une être, bonne nouvelle. vous allez être à l'affût si jamais le l'OGC Nice lève l'option d'achat aussi. Ça peut être intéressant pour vous. Je pense que alors majoritairement, ces derniers temps, c'est plutôt sur la plus-value à la Ah, revente. Donc, déjà, alors ça pouvait arriver, mais il y avait assez peu de chances, hein, de faire une plus-value sur 12 millions, à moins qu'il explose et qu'il parte ailleurs en Angleterre. mhm. Mais avec ses performances, évidemment, on avait fait presque une croix dessus, hein. Hmm. Bien. C'est ici que eh bien, on va clôturer ce numéro autour de Romain Perrault. Je pense qu'on a été assez complet. Tu as été assez complet, donc un grand merci à toi pour ta J'espère, venue j'espère. dans l'émission. Bon, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, il y a beaucoup de positifs autour de l'arrivée de Romain Perrault. À voir si effectivement défensivement il aura connu des progrès du côté de Southampton. Pour l'aspect anglais, je vous invite aussi à écouter le numéro complémentaire d'Avantinissa, qui a eu un invité justement qui a suivi Romain Perrault du côté des Saints. Et puis, Quentin, on te retrouve chez Brest On Air, podcast, sur Twitter aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de bon au Stade Brestois cette année? Un maintien en Ligue 1 rapide? Oui, oui, on va rester là-dessus, et peut-être à très vite, hein, puisque les relations entre Nice et Brest ne s'arrêtent jamais. Notre entraîneur actuellement, à sa famille à Nice, par exemple, hein. Bon, malheureusement, vous avez lourdé Christophe Herrel, qui est aujourd'hui une enclume qui est impossible à lâcher ailleurs. Personne n'en veut, mais en Arabie Saoudite, au Qatar, on a essayé, il n'y a rien qui passe. Et éventuellement, Bilal Brahimi qui pourrait Et aussi Jordan arriver. Amavi, alors qui ça fait quelques années C'est vrai. qu'il n'a pas joué chez nous, mais le couloir gauche, Jordan Amavi, Bilal Brahimi, va faire saliver bon nombre de Niçois, je pense. Eh oui, eh oui. Un Mais grand merci à toi, Quentin. Bonne saison au Stade Brestois. Et puis nous, écoutez, on se retrouve très rapidement. Au plus tard, vendredi soir, pour la libre antenne avec Sky d'Avantinissa. D'ici là, écoutez, prenez soin de vous. Et puis, Sanissa. Ciao, ciao. allez, Brest.